Bonjour, Christophe et moi allons vous présenter le module d'intégration ETOP Ansible. Donc, je m'appelle Pascal Sherman, je travaille à la SSM depuis oula, et je suis actuellement architecte technique. La SSM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse société de collecte de droits d'auteur en France et même à peu près dans le monde, on peut dire. Donc quelques chiffres pour faire, parce qu'il faut mettre des chiffres, etc. Donc 166 millions d'œuvres dans notre catalogue, parce qu'en fait la richesse d'une société de droit d'auteur, c'est le catalogue des œuvres qu'elle sait identifier. 200 000 sociétaires, on les appelle les sociétaires, nos clients, enfin nos auteurs, éditeurs et compositeurs. À peu près 400 000 clients en France, mais en fait beaucoup plus si on se base sur l'international, puisqu'on travaille maintenant dans 97 pays. Et de plus en plus, avec le online, la notion de pays n'a plus beaucoup de sens. On travaille, par exemple, on va peut-être collecter pour Sony la musique en Angleterre, alors que pour Warner en France, ce sera peut-être une société d'un autre pays qui travaille. Donc la notion de pays n'a plus tellement d'importance. Donc effectivement, l'informatique, ça a pris quand même pas mal d'importance, notamment avec le online, quand on voit effectivement, c'est pas une faute de frappe, 170 000 milliards de traitements d'actes de streaming. Donc vous vous doutez qu'on ne le fait pas à la main. Les bouliers, ça ne va plus. Et oui, j'ai oublié de le dire, donc pour peut-être d'autres gens me connaissent sous un autre nom aussi, j'ai oublié de le dire. J'ai un nom de scène aussi sur les forums, je m'appelle Scherms pour ceux qui suivent les forums. Donc si ça permet de faire la jointure. Alors, ITOP et SSM. En 2018, enfin, comme je pense beaucoup de gens, les inventaires, c'était toute une série de fichiers Excel. Chacun avait un morceau de données, etc. C'était plus supportable. Donc, en 2018, j'ai commencé à chercher comment on pouvait faire une CMDB technique. Je précise technique parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et j'ai cherché différents produits, GLPI et OCS pour ne pas les nommer notamment, qui ne me convenaient pas. Ils ne faisaient pas ce que je voulais. Ce pas des mauvais produits, hein, ils ne m'allaient pas. Et puis j'ai rencontré ITOP, ça a été le grand amour tout de suite, essentiellement à cause de son module de données qui est complètement extensible. On peut en faire ce qu'on veut d'ITOP, il n'y a aucun problème. Et aussi, surtout, à cause de ces collecteurs de synchronisation dont on use et abuse, parce que ça nous a permis, plutôt que d'avoir un nouvel outil de collecte, d'utiliser tous les outils de collecte qui existaient déjà et puis de faire une métabase en fait. Effectivement, ce qui a vraiment retenu le produit, c'est l'adaptabilité, la simplicité de l'interface et un produit robuste. Alors ça, vous pouvez y aller, hein, c'est incassable, ITOP. Et attractif parce qu'on peut vraiment en faire, on peut en faire ce qu'on veut. J'ai bien aimé la présentation tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression que je m'entendais dans beaucoup de choses qu'ils ont faites, les extensions de schéma, l'utilisation pour autre chose. Et je me souviens qu'historiquement, on trouvait dans les forums la trace d'une personne qui utilisait ITOP pour faire la gestion d'un garage. Donc en fait, on peut y aller. Alors, notre périmètre, on utilise ITOP uniquement pour la CMDB, pas du tout pour le ticketing, pour plein de raisons pas techniques. Mais j'avoue que ça me va bien, parce que la gestion du ticketing, c'est avoir les utilisateurs en face, c'est pas terrible. Je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. Et on est toujours en mode community, c'est une grande bataille à moi, mais toujours perdue pour le moment, d'arriver enfin à passer en mode contrat. Donc on est toujours en mode community. Et alors notre ITOP actuellement, donc, c'est à peu près 7000 CI, 60 sources de synchro. Alors sur les 60 sources de synchro, on a deux, pour ceux qui connaissent, on a deux vCenter, donc ça, avec l'extension TeamIP, donc ça fait 22 synchros, et toutes les autres, c'est des synchros maison. Et pareil, j'ai entendu que Talend, c'était mieux que collecteur base. Moi, j'utilise pas Talend, mais effectivement, le collecteur base, donc c'est mes propres sources pour intégrer. Bon, voilà. On a l'ensemble de ces synchros, ça fait 74 000 réplicas qui tournent toutes les nuits et en gros 2 pépins par mois. Donc ça va. Ça va. 5 extensions, donc TeamIP, Data Center View, de TeamIP et Data Center View et 3 petites extensions, enfin petites, pardon, excusez-moi pour les auteurs. 3 autres extensions du web et plus 32 extensions maison dont je suis à peu près, je dois être le papa de 30 de ces extensions à peu près. Donc on n'a pas d'ITSM designer, c'est tout fait à la main et ben, ça va bien. Ça va bien. Alors rapidement, Ansible, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais alors vraiment super rapidement, c'est un outil open source déjà, effectivement, de gestion des configurations. Qui permet d'automatiser énormément de procédures de traitement. C'est un produit qui est très orienté Unix, il faut quand même le savoir. Si vous voulez faire du monde Windows avec,
peut-être pas la meilleure approche, mais dans le monde Unix au sens large, enfin tout ce qu'on peut se connecter en SSH, en fait, on va dire schématiquement, c'est entièrement appuyé sur SSH, c'est agentless, donc ça c'est quand même assez intéressant, il suffit d'avoir un Python sur la machine de destination pour que ça fonctionne, et c'est idempotent, et alors s'il y a des spécialistes dans la salle, c'est idempotent, on va dire, opportuniste. Parce que s'il y a des gens qui ont fait du Terraform, ils vont me dire non, Ansible n'est pas idempotent. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Idempotent, ça veut dire que Ansible est en mesure de voir dans quel état est l'infrastructure. Si vous lancez 3 fois de suite le même traitement, la première fois, il fera les changements et toutes les autres fois, il dira ben non, c'est déjà bon, j'ai rien à faire. Et c'est bien pratique. Quelques produits équivalents, Puppet, StyleStack, Chef, qui font à peu près la même chose, sachant que certains, là, nécessitent, eux, d'avoir un agent installé. Donc, c'est pour ça qu'Ansible est souvent privilégié. Alors, Ansible à SSM, historiquement, on avait des besoins de déploiement, on a un parc informatique relativement important quand même, donc il y avait plein de gens qui avaient écrit leur propre script, leur propre shell, chacun faisait à sa sauce. Un jour, Ansible est arrivé par la petite porte. C'est une des personnes qui est arrivée, qui a dit non, non, vos scripts, je vais vous montrer. Et en fait, ça a relativement bien pris. En fait, les gens se sont rendus compte que c'était quand même pas mal, parce que comme c'est très... Ça décrit bien ce que ça fait. Donc quelqu'un qui reprend un script Ansible, comme en fait il est pratiquement marqué à chaque pavé, tiens, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc en fait, il y a un minimum de documentation. Ça ne remplace pas la doc, mais enfin, il y a quand même une base. Et ça passe bien quand il y a des équipes différentes qui ont bossé. Et ça permet d'homogénéiser nos méthodes de travail parce que Ansible amène une certaine structure, nécessairement, parce qu'il est conçu d'une certaine manière. Donc ça a pas mal homogénéisé. Et ça s'intègre bien dans une nouvelle chaîne de CI/CD. Maintenant qu'on commence à faire des déploiements as code, ben c'est pas mal de lancer du Ansible par là. Et ça va être à toi. Donc, Pascal vient de vous décrire l'usage d'Ansible à la SACEM. Et quel est le rapport avec Combodo et ITOP? Bon, bien, l'année dernière, dans le pôle intégration que dirige Axel, on cherchait des idées de travail et Axel a envoyé un sondage que vous avez peut-être reçu pour vous demander sur quel axe vous vouliez qu'on travaille. Et en fait, Ansible est apparu en deuxième position, après OCS. Donc on a fait OCS, c'est une révision de l'OCS. Et puis, donc, on s'est mis sur Ansible. Le problème, c'est comme quand on ne connaissait pas Ansible, on a fait un deuxième appel à la communauté pour essayer de nous aider à spécifier le besoin. Donc, on a eu des réponses de 3 clients. Econocom, pour ne pas les citer, Grand Frais et la SACEM, via Pascal. Et troisième client, qu'un client interne, qui est le SAS chez nous, qui utilise aussi Ansible pour son déploiement maison. Donc, en interviewant ces clients, on a extrait 3 besoins primordiaux. On s'est dit que, bon, suite à ces discussions, que Ansible utilisait des fichiers d'inventaire pour faire ses travaux. Et ces fichiers d'inventaire qu'on pouvait assimiler à des extraits de CMDB. Or, les gens qui utilisent ITOP ont déjà une CMDB. Donc, on s'est dit, ben, essayons de concentrer nos informations de CMDB dans ITOP et de faire que Ansible aille chercher dans ITOP ce dont il a besoin pour faire ses inventaires. Donc, première chose, c'est on va essayer d'utiliser ITOP comme source des inventaires. Deuxième chose, le boulot d'Ansible, c'est de mettre à jour des serveurs, des VM, des éléments de configuration. Donc à un instant T, Ansible sait ce qu'il a créé, sait ce qu'il a modifié. S'il le sait au moment où il le fait, pourquoi ne pas avertir ITOP? Donc on a créé des scripts Ansible, des playbooks, pour qu'à la volée, Ansible puisse mettre à jour ITOP. Et enfin, on a quand même ce collecteur sur lequel on voulait travailler au départ. Ansible, quand il commence à travailler sur un inventaire donné, il commence par récupérer tout un ensemble de données sur cet inventaire. J'ai des databases, de quel type de database c'est, enfin, il y a énormément de données. Donc l'idée, c'est là de récupérer ces données qui sont déjà connues d'Ansible et récupérées au moment du travail pour pousser via des collecteurs l'information dans ITOP. Donc je vais rapidement vous déployer les 3 axes.
que j'ai déjà un petit peu développé. Donc, CMDB ETOP comme source des inventaires, ben, voilà, tout ce dont ce qu'utilise Ansible pour travailler, c'est des éléments de la CMDB finalement, que ce soit des fichiers ou des listes de CI. Des fois, on veut peut-être patcher des serveurs Linux, donc on va mettre sa liste de serveurs Linux version X dans une liste une chaîne de caractères et qu'on va appeler par script. Donc cette information est aussi un élément de la CMDB. Donc voilà, on va essayer de permettre à Ansible de récupérer ces informations. Donc la CMDB est déjà en place, c'est ETOP, et on ne veut plus maintenir ces fichiers au niveau d'Ansible. Ça fait double format entre Ansible et ETOP. Donc on a fait deux choses. On a commencé par modéliser quelques éléments d'Ansible dans ETOP. Donc il y a une extension qui va permettre de modéliser très rapidement des contrôleurs Ansible, ce qu'on appelle des applications Ansible, des inventaires et des groupes d'inventaires. Dans la terminologie Ansible, le groupe d'inventaire, c'est l'élément sous l'inventaire qui permet de dire bah tiens, dans l'inventaire de production, j'ai des DB serveurs, j'ai des MariaDB serveurs, j'ai des VM, j'ai je ne sais quoi. Donc, une extension qui modélise tout ça dans ETOP. Et puis, des playbooks. Donc, playbooks, c'est des scripts Ansible en YAML qui peuvent être intégrés à vos scripts et playbooks Ansible pour aller chercher dans ETOP les inventaires dont vous auriez besoin. Donc, avant de faire un travail sur un inventaire donné, je vais le chercher dans ETOP et je travaille dessus. Alors cet inventaire, c'est soit un fichier avec NCI, soit c'est une liste qui a été définie par un OQL précédemment dans Ansible. Pour faire ce travail, on a développé des petits web services dédiés à Ansible. Donc, ce que fait Ansible, c'est d'appeler des web services ETOP, donc dédiés pour Ansible. On les a développés pour l'occasion. Et ces web services vont dans les bases, dans ETOP, pour aller récupérer les informations. Donc, retourner soit un fichier, soit une chaîne de caractères. Deuxième utilisation d'Ansible, c'est la mise à jour à la volée de CI. Donc, pareil, vu qu'Ansible c'est son boulot, met à jour des CI, pourquoi pas mettre à jour la CMDB en même temps. Donc on a fait des playbooks aussi, pas un module au sens Ansible. Alors Ansible pour nous c'est complètement nouveau, donc il a fallu passer par une phase de formation et c'était plus facile d'abord d'écrire des playbooks que des modules. On verra s'il faut transformer ce qu'on a fait en module Ansible. Mais en tout cas, pour le moment, vous avez une bibliothèque de playbooks et Pascal pourra en dire deux mots par la suite. Et donc, ces playbooks sont appelés par Ansible au moment ou à la fin de sa phase de travail. Il a mis à jour, il a créé des VM et va mettre à jour ETOP tout simplement. Voilà pour le deuxième besoin. Et le dernier besoin, c'est le besoin de collecte. Encore une fois, avant de travailler, Ansible génère des facts. Et on utilise ces facts pour récupérer l'information qui nous intéresse et la pousser dans ETOP. Voilà. Donc, on a fait une surcouche au collector JSON, je crois, pour aller chercher les informations via des playbooks qui nous intéressent. Et ensuite, je transforme ces informations en CSV pour faire appel à un data collector standard. Et tout ça, c'est paramétrable par les fichiers de configuration standard des collecteurs. Vous définissez les classes que vous souhaitez, vous dites les attributs que vous voulez aller chercher. Bon, il y a un petit peu de configuration à faire, mais c'est que du XML et la connaissance, bien sûr, des facts vus par Ansible. Voilà, donc on est arrivé avec ces trois axes de développement et Pascal était assez intéressé, enfin très intéressé pour les tester. Donc il l'a fait, il le fait toujours. Et il va pouvoir vous livrer son sentiment vis-à-vis de ce premier travail. Donc juste pour remettre le contexte, comme je l'ai dit tout au début, à ce jour, notre CMDB n'est qu'une CMDB technique, parce que c'est assez simple finalement de collecter l'état physique des environnements, les VM, les machins, etc. Donc on a quelques scripts à lancer. Notre vrai défi, c'est d'arriver à avoir une CMDB qui tienne aussi compte des applications et des liaisons entre les applications et les CI. Ça, c'est un vrai défi.
Or, en fait, dans nos processus de livraison qui sont faits par Ansible, par définition, au moment de la livraison, on a cette information. Le jour où on livre une nouvelle version de code, on sait très bien qu'on a posé, je ne sais pas, on a modifié la structure de la base de données sur la machine A, on a livré telle version du produit sur la machine B, etc. À ce moment-là, on l'a. Donc c'était déjà un truc qui trottait dans ma tête depuis fort longtemps, de récupérer les logs de nos procédures d'installation pour nourrir ETOP. Ça ne s'est jamais fait parce que des fois, on a d'autres choses à faire. Mais c'était dans l'idée. Et puis quand j'ai pu rentrer en contact avec Combodo et qu'on m'a parlé de ça, j'ai dit, mais c'est génial. Là, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'à la fin de la livraison a été validée. Ansible dit que tout s'est bien passé. C'est le bon moment pour lancer les différents scripts qui vont directement mettre la CMDB à jour. Donc là, j'ai été super enthousiaste. Je pensais que je pourrais vous dire, quand on a commencé à en parler cet été, qu'on l'a mis en place. Manque de chance, la personne qui s'occupait de ça chez nous est partie pour différentes raisons, donc on a un peu de retard, mais c'est dans les pipes, enfin c'est vraiment dans les cartons. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura des premières choses en place. L'intérêt pour nous, c'est dans le contexte où on a déjà Ansible en place, on n'est pas obligé de tout refaire. Nos chaînes Ansible fonctionnent, on a donc bel et bien à la fin de la chaîne Ansible l'état, est-ce que ça a marché ou pas? C'est quand même intéressant avant d'aller mettre à jour la CMDB, et toutes les informations, on les a. Donc c'est exactement, ça colle pile poil. Et je n'avais pas pensé à l'époque à l'aspect inventaire comme source pour Ansible. Mais ça, c'est un cercle vertueux, parce que si effectivement on fait toutes nos livraisons avec Ansible et qu'on met la CMDB ITOP à jour, à un moment, on pourra commencer à dire, oui, la CMDB est suffisamment à jour pour l'utiliser comme source et dire, ah bah tiens, tous les serveurs Tomcat en 8.3.2, que le RSSI nous dit qu'il y a un problème de sécurité, on les connaît dans ITOP. On peut lancer le patchage en faisant ça. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'a proposé Christophe. Et je pense qu'il ne l'a pas dit. Là, on est en train de parler dans les deux cas de quelque chose qui se fait en temps réel, alors que la troisième chose, le collecteur qu'il a présenté en troisième, qui est très intéressant aussi, c'est plus du mode batch, c'est-à-dire un truc qu'on lance en fonction de vos besoins, une fois par jour, une fois par... Enfin, j'en sais rien. Là, on est vraiment en train de parler en temps réel, c'est-à-dire qu'à la fin de la livraison, dans les minutes qui suivent, la CMDB est à jour. Quiconque fait la requête sait que la livraison a été faite. Donc c'est super fort. Je n'ai pu faire que des tests, mais ça marche super bien. Bon, il faut avoir une petite vision quand même de la structure de la CMDB interne pour comprendre quand même. Je ne vais pas vous raconter que ça se met non plus en œuvre en un coup de cuillère à peau, mais il y a tout. Dans la mesure où le truc est complètement agnostique, il permet de mettre à jour n'importe quelle classe de ITOP. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Alors oui, le point de vue de la collaboration avec Combodo, ça a été adorable. Ils sont tous adorables, je peux le dire, ils sont tous présents. Mais vachement constructif aussi, parce que adorable, ça ne suffit pas. Vraiment des rapports très constructifs et enfin, c'était un vrai plaisir, quoi. Je ne peux pas dire mieux. Merci. Effectivement, il manque un truc auquel on n'a pas pensé, c'est simplement la suppression en ligne. En fait, on a fait la création, modification, et puis il me dit, bah, t'as pas la suppression. Ah non, donc V2. Oui, il y aura la suppression. Mais il faut toujours avoir des possibilités d'extension. Voilà. Voilà. Des questions, si vous avez. Bonjour et merci déjà pour cette présentation. J'ai une petite question. Je ne suis pas familier d'Ansible, mais je me posais la question avec ce que vous avez décrit et ce que vous avez mis en place. Est-ce qu'on pourrait envisager, parce que l'intérêt c'est qu'il n'y ait pas d'agent, donc je vois un intérêt, est-ce qu'on pourrait utiliser cette solution pour par exemple faire du discovery, pour récupérer de la CMDB en déclarant des serveurs peut-être au niveau d'ITOP et après que via le collecteur plus Ansible, on aille chercher ce qui est installé sur des machines par exemple. De prime abord, je dirais non, pas tellement, puisque Ansible suppose déjà que vous partiez d'un fichier d'inventaire défini. Donc vous connaissez déjà ce que vous allez changer. Effectivement, Christophe a pas mal parlé des fichiers d'inventaire, mais c'est vrai que quand vous ne connaissez pas dans Ansible, l'idée d'Ansible, c'est que vous avez d'une part une procédure et ensuite un fichier d'inventaire sur lequel vous allez appliquer cette procédure. C'est à peu près ça le schéma. Donc, si vous n'avez pas de fichier d'inventaire, Ansible, quand vous lui dites rien, il scanne localhost, ce qui est moyennement passionnant. Et pour faire votre inventaire d'un parc de quelques milliers de machines, vous pouvez aller le faire, mais c'est pas ce que vous cherchez. Mais un inventaire, ça peut être juste une techno, ou il faut qu'on lui donne des noms de hosts, du coup? Des hosts, oui. Ah oui, donc du coup, il faut connaître les hosts. Enfin, il faut savoir, si on a des instances de base de données, il faut connaître les noms. Ouais. Ok, d'accord. Par contre, quand même, si vous avez déjà une liste de vos machines,
J'espère que ça, en général, on a Machine, ça. oui. Mais Voilà. les contenus, effectivement, peut-être Voilà. applicatifs. Donc, si vous avez une liste des machines, alors ça revient à la troisième proposition de Christophe, c'est-à-dire effectivement d'utiliser le collecteur comme, d'utiliser Ansible qui va aller scanner toutes les machines. Il suffit pas d'avoir la liste, il faut aussi qu'Ansible ait le droit d'accès sur la machine. Il y a deux, trois petits problèmes comme ça, mais enfin c'est mieux d'ailleurs qu'il n'ait pas un accès direct. Mais si effectivement vous avez une liste de machines et vous avez un compte Ansible qui a les droits sur la machine, alors avec le setfact, vous allez récupérer effectivement beaucoup de choses. Et c'est agnostique. Je pense à ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Proxmox dans la maison. Des fois, les gens ne veulent pas faire du VMware ou ne peuvent pas faire du VMware. Donc Proxmox, c'est un hyperviseur. Enfin, je ne me permets pas de comparer, mais c'est deux techniques d'hypervision. En fait, là, comme on fait de la collecte au niveau de la VM et non pas au niveau de l'hyperviseur, vous allez récupérer des informations. Donc effectivement, c'est la les technique de balayage logiciels, est les bases de intéressante. données. D'accord, ok. Oui, effectivement, j'avais mal posé ma question, mais on connaît quand même les hosts, oui. C'est juste qu'on voudrait savoir sur chaque host, qu'est-ce qu'il y a dessus, éventuellement, un inventaire. Donc. Pardon, le lien avec les interfaces, ça va se trouver dans telle zone du fichier. Donc il y a une petite une analyse du fichier de facts d'Ansible et la retranscrire en XML dans le fichier de configuration du collecteur. Je suis assez prudent dans le sens où, vu mon niveau de connaissance que j'avais d'Ansible l'année dernière, j'ai peut-être des trous dans la raquette. C'est pas impossible. Donc voilà, je ne dis pas que par défaut, vous allez pouvoir récupérer, surtout avec le collecteur, n'importe quelle information sur n'importe quel type de CI, que ce soit des serveurs, des VM, des network devices, Cisco, je ne sais quoi, si vous avez l'extension qui va bien dans Ansible. À voir. Je serais intéressé d'ailleurs pour avoir des retours d'expérience et on fera évoluer le collecteur en fonction. D'accord, merci. Bonjour, moi c'est juste merci pour la présentation. C'était juste pour savoir quelle version d'iTop était compatible. 2.7, à partir de la 2.7, c'est jusqu'à voilà. Ça c'est. J'aimerais bien, pour tout vous dire, dégager la 2.7, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Oui, Axel, devant Mathieu. Oui, bonjour. Une simple Bonjour. question très, très courte. Est-ce que ça veut dire que vous allez proposer à terme des modules pour Ansible dédiés pour ITOP ou Non. on se basera sur le système pur C'est vous qui avez les modules pour accéder, encore une fois, du Cisco, du je ne sais quoi. Ok. Et puis après, nous, on fournit des playbooks. Il y a une extension, c'est des scripts, donc des playbooks que vous mettez dans vos scripts à vous. Et eux sont, comme disait Pascal, agnostiques quant à la classe de CI sur laquelle ils travaillent. Du moment qu'elle est connue dans ITOP et que les paramètres que vous avez modélisés dans ITOP sont présents. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais c'était histoire de... On n'a pas fait des modules, on a fait des playbooks. Alors oui, c'était ce module au sens... pardon. Alors oui, non. On a fait des playbooks. Est-ce que je les transformerai en modules par la suite? Peut-être, oui. S'il y a un intérêt. Alors on avait parlé avec Pascal au début. Il m'a dit, ah, t'as pas fait de module, c'est pas correct. Et puis finalement... En réalité, finalement, il faut voir un petit peu les playbooks qu'a écrit Christophe comme des rôles dans Ansible. Donc en fait, à partir du moment où ce sont des rôles, il n'y a pas de problème. Et comme techniquement, il a pu faire tout ce qu'il avait à faire en playbook, à la limite, pourquoi ajouter la complexité des modules? Parce que là, on change de langage. Enfin, c'est... Moi, à titre perso, pour ce que j'ai pu tester le produit, je vois pas vraiment, j'ai pas vu quelque chose qui me laissait dire qu'il fallait qu'on passe en module pour les résultats à obtenir. Il faut le voir comme un rôle. L'extension fournit des exemples. Donc, il y a le fichier qui fait l'écriture update, le playbook qui fait l'écriture update, et puis j'ai deux fichiers qui donnent un exemple de comment paramétrer ou comment nommer les variables pour appeler le playbook pour que ça soit ensuite passé à ITOP. Et bon, Pascal s'en est inspiré et visiblement ça fonctionne bien. Bon, merci beaucoup. Merci.